charte de demain, dans 10 ans? Difficile parce que je trouve qu'elle est déjà pas mal. C'est vrai que du coup on arrive à recouper pas mal de choses avec l'actuel. Un peu comme toutes ces démarches environnementales, finalement, le plus dur, c'est pas de l'atteindre, c'est de le maintenir. Je le vois progresser et j'irai surtout en nombre de carrières. Avec beaucoup de jeunes. La charte de demain, je l'imagine plus ouverte encore sur l'extérieur. Une meilleure concertation avec les riverains et les élus. Beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on est charté encore. Il faut vraiment qu'on fasse de la pédagogie et de la formation à ce niveau-là. Et aussi nos contraintes, expliquer nos contraintes, et qui sont tout à fait compréhensibles si elles sont bien expliquées. Et nous devons justement le faire valoir auprès des riverains qui n'ont pas forcément la notion de cette charte, mais ils ont la notion des carriers. Faire reconnaître cet outil, ce qui est déjà un petit peu le cas, puisque l'outil est déjà certifié, la charte est déjà certifiée ISO 9001. Qu'elle garde en fait sa valeur première, c'est-à-dire quand même un outil simple et facile à appliquer. Continuer à fédérer les professionnels, ce que je le répète, c'est sur de l'engagement volontaire. Et puis d'être proche de nos adhérents, la proximité même, les initier, les inviter donc à participer à cette formation. 10 ans, c'est un temps long, mais ça reste quand même une période courte pour les entreprises pour mettre en œuvre une démarche et tout. On voit bien que certaines entreprises avancent plus doucement que d'autres. Comme tout outil, il y a une phase d'appropriation, il y a une phase de montée en puissance, et toute la difficulté, c'est de maintenir le contact, de maintenir l'intérêt d'un outil. Donc il ne faut pas que la charte s'endorme. Et la charte ne s'endort pas. La charte de demain, la charte n'a pas arrêté d'évoluer en 10 ans. Continuer de faire évoluer, quoi, ne pas s'encrouter, on va dire, et ne pas rester dans une charte qui vivote ou chose comme ça, continuer de la faire évoluer. C'est en tous les cas important de conserver des éléments à amener alors régulièrement, peut-être tous les 4-5 ans, pour la faire évoluer et pour lui donner du sens. Charte de demain, je pense encore plus large dans les métiers de l'UNICEM. Je pense au béton. Avec encore plus d'industriels qui participent et pas seulement les entreprises, les extracteurs de matériaux. Je crois que ça fait partie des thématiques de travail du nouveau président de la charte. Rejoignez-nous parce que nous avons besoin de vous pour partager nos valeurs, pour faire grandir cette charte encore. Et je pense que nous avons besoin de tous nos adhérents pour donner encore plus de valeur à cette démarche inédite et vertueuse. Alors on va justement passer à cette deuxième table ronde qui là va traiter le futur, l'avenir de cette charte, les défis et aussi les difficultés, pourquoi pas des suggestions d'amélioration puisqu'on est en constante amélioration. On va parler de ces défis, l'avenir de la charte, et on va commencer par une personne dont on a parlé tout à l'heure. On a vu des questions sur les auditeurs. On va voir quelqu'un qui les accompagne, donc ces exploitants. Donc Thomas Poisa, donc vous accompagnez les entreprises pour justement aller vers le 4/4, mais déjà le 2, le 3, etc. Pour que tout le monde comprenne en quoi consiste votre accompagnement, déjà pour que les choses soient plus claires dans la tête des gens. Parce qu'on parlait tout à l'heure de comment vous vérifiez la fiabilité, pardon, voilà, je suis pas très fiable là, la fiabilité des auditeurs. Ouais. L'accompagnement, donc pour la charte environnement a mis un outil qui est la grille, le RPE, avec 80 bonnes pratiques qui sont référencées, donc qui touchent des thématiques diverses. Et le rôle de l'auditeur, comme vous le disiez, c'est d'amener les sites à ce niveau d'excellence, ce niveau 4/4. C'est de balayer ce référentiel, de balayer toutes les bonnes pratiques, de voir si effectivement elles sont mises en place ou pas mises en place. Mais au-delà de l'observation et de dire c'est bien ou c'est mis en place ou c'est pas mis en place, c'est vraiment essayer d'inciter les sites à mettre en place ces bonnes pratiques si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas fait, savoir pourquoi ce n'est pas fait, quels sont les obstacles, comment on peut essayer justement de contourner ces obstacles et de mettre en place ces pratiques et petit à petit arriver à ce niveau d'excellence de
95% de bonnes pratiques pour avoir le niveau 4. Le référentiel est le même, la démarche de l'auditeur est la même, parce qu'on peut très bien avoir des groupes qui rencontrent certaines difficultés dans la mise en place de certaines bonnes pratiques, ça arrive. Donc il n'y a pas de, on va dire, de différence d'approche de l'audit. Et du coup, non, la démarche reste la même. L'objectif est toujours d'essayer de rester dans cette démarche d'amélioration continue, c'est toujours avancer, donc de toujours pouvoir valider ces bonnes pratiques, les mettre en place, et donc il n'y a pas de différence entre un petit site ou un site qui appartient à un groupe. Oui. Rémi Lafleur, alors vous êtes géologue, donc responsable développement et environnement donc chez CER, donc qui est une filiale de Colas. Oui, tout à fait. Je ne me trompe pas. Vous avez donc 10 carrières dans la région Auvergne et vous êtes adhérent de la charte depuis 2006. Dans le cadre de la charte, alors effectivement, on exploite une dizaine de gisements qui sont aujourd'hui au niveau 4 de la charte. Et donc c'est des carrières de roches massives et aussi des gisements de carrières de roches meubles dites de haute terrasse. Donc avec la spécificité, c'est que chaque exploitation de carrière, c'est une problématique spécifique et propre à chaque gisement. Les enjeux sont différents sur tous les sites. Et d'ailleurs, le rôle de l'auditeur conseil là-dessus est déterminant, puisqu'il doit déterminer dans sa manière d'appréhender l'audit les enjeux spécifiques du site en question. Et ça, c'est vrai qu'une des forces de la charte, c'est bien d'avoir des auditeurs qui sont spécialisés dans le domaine des carrières. Ça, c'est très important. Et donc, pour revenir à la question des mesures qu'on peut mettre en place, vous parliez donc des opérations de minage et donc des enjeux, des impacts environnementaux qui peuvent être les vibrations, les surpressions aériennes. Eh bien, c'est vrai que la charte, par exemple, dans ce domaine-là, elle a proposé des formations qui a permis aux exploitants de bien comprendre les phénomènes techniques qui sont mis en œuvre et derrière de pouvoir les expliquer ses ressentis en fait au niveau des riverains, parce que c'est vrai que quand vous avez un avion qui passe dans le ciel, vous allez difficilement appeler l'armée de l'air pour lui dire que l'avion a franchi le mur du son. Par contre, quand vous ressentez le tir de mine, vous pouvez appeler l'exploitant de la carrière et lui demander des explications. Et donc c'est aujourd'hui, c'est ce jeu auquel on se prête volontiers, et c'est très intéressant en fait de recueillir les témoignages des gens, de leur expliquer que finalement oui, c'est lié à notre activité, mais que aussi il y a d'autres choses dans la vie de tous les jours qui ont aussi des nuisances. Donc ça, la charte permet vraiment d'aller vers cette démarche d'ouverture et de dialogue. Il y a des questions et des commentaires qui arrivent qu'on traitera juste après, mais je vais continuer avec Hélène Leriche pour le moment, pour qu'on fasse un petit tour de table avant de passer au débat. Donc, vous êtes responsable biodiversité et expertise environnementale à Auray. Auray, c'est une association multi-acteurs créée en 1992, une association environnementale. Multi-acteurs, ça veut dire qu'il y a les entreprises, les collectivités, les associations, des experts, des organismes académiques et institutionnels, enfin vraiment beaucoup de monde. Et dans ce cadre-là, ma première question, ça va être quel est votre lien avec la charte, pour qu'on puisse un peu voir de quoi il s'agit. Et puis après, vous pourrez directement peut-être enchaîner en disant, mais alors, qu'est-ce qui se fait maintenant ? Ça, c'est ce que vous allez commencer. Mais alors, c'est quoi les enjeux pour demain ? Si vous me permettez, je vais m'excuser d'avoir remplacé Christophe Aubel, puisque vous aviez vu le programme. C'est quelqu'un que je connais bien, un ami. On se retrouve sur ces enjeux biodiversité, donc c'est avec plaisir que je prends sa place aujourd'hui. Et comme lui, j'avais participé il y a un an à la réunion annuelle sur cette charte où elle en est, réunion avec les parties prenantes et notamment les associations. Et c'est vrai que moi j'ai été très frappée au moment de ces discussions sur la charte du dialogue qui pouvait s'instaurer autour de la table entre les professionnels et les acteurs qui étaient invités, sans langue de bois, en allant jusque dans le détail des pratiques des uns et des autres et des demandes ou des espoirs en termes de biodiversité notamment, puisque c'était avec cette casquette-là que j'étais. Donc, je voulais d'abord vous souhaiter un bon anniversaire, voilà, et féliciter pour tout le travail qui a été mené jusque-là, et reconnaître l'ouverture vers demain. Donc déjà, vous en avez un peu parlé. Enfin, la première table ronde a donné quelques pistes, et puis les témoignages qu'on a vus aussi. Il est noté que la charte elle-même évolue.
Et c'est plutôt une bonne chose que d'être capable d'évoluer. Maintenant, peut-être que l'important, c'est de reconnaître que la colonne vertébrale est robuste et que les bases sont posées. Mais évidemment que c'est en mouvement. Alors après, comment on le partage avec les acteurs? Si j'ai bien compris, il y en a qui s'interrogent si ça évolue. Alors j'étais très bonne élève, je suis plus que bonne élève, comment je peux continuer à... C'est aussi de la pédagogie auprès des différents partenaires, que d'expliquer qu'on est sur quelque chose qui bouge et qui doit rester vivant, donc qui doit avoir cette capacité d'évolution et qui participer, c'est quelque chose de fondamental. Bonjour Stéphane Oquet. Vous êtes adjoint à la sous-direction de l'intégration des démarches de développement durable par les acteurs économiques du ministère de l'écologie. Et donc, dans ce cadre-là, il va y avoir 2 points, parce que pour la commande publique d'une part, mais ça on y viendra après, vous êtes un peu client, mais en amont, vous êtes aussi politique décideur, je parle du ministère en général. Hein. Et donc, quelles évolutions possibles vous voyez, vous, à la charte, tout d'abord? La question de l'évolution, j'en suis pas complètement maître, mais peut-être juste un petit élément de regard sur... Oui, je sais pas si... oui, ça marche. Donc un petit élément de regard sur cette charte, sur cette ancienneté de charte par rapport à l'actualité, économique et politique. Ça marche ? Pour dire que non seulement la profession n'a plus à faire la preuve de son virage du développement durable, de sa bonne intégration dans toutes ces logiques de développement durable, dans les territoires, dans les préoccupations sociales, sociétales, environnementales des territoires et du pays. L'avenir de cette charte environnement, j'aurais tendance à penser que non seulement il est radieux, mais même il est précurseur. Puisque je relisais en fait toute la partie économie circulaire qui est contenue dans le projet de loi transition énergétique et croissance verte, et tous les mots sont importants. Et en fait, je cochais à peu près toutes les cases concernant l'activité de l'UNICEM et l'activité des adhérents. Et puis concernant, on va dire, les concepts qui sont aujourd'hui d'actualité, et c'est pas seulement parce qu'ils sont à la mode, hein, mais également parce que c'est un enjeu de société et de poursuite d'un développement économique harmonieux. On parle de réemploi des ressources, on parle d'analyse en cycle de vie, on parle de gestion et de meilleure gestion des déchets, on parle bien entendu de paysage et de préservation des paysages, on parle bien entendu de biodiversité. Si ce n'était pas un service un petit peu suspect à lui rendre, je dirais bien que la charte environnement, elle a quasiment été précurseur d'un certain nombre d'articles de ce projet de loi. L'avenir de la charte environnement, l'avenir de la profession, qui encore une fois, je crois, n'a plus à faire la preuve de son bon comportement et de sa vertu en matière d'environnement. L'avenir, c'est de continuer presque à devancer les souhaits des pouvoirs publics en matière de politique de préservation de l'environnement. Je vous repose une deuxième question dans la foulée, et là qui va concerner la commande publique, parce que vous vous dites cette charte est en avance, il y a un côté précurseur, mais derrière, pour la faire valoir, ça peut être intéressant de la faire valoir lorsque on a vis-à-vis de ses clients. Est-ce que l'État, quand il s'agit de commande publique, est prêt à prendre ça en compte, à prendre la charte en compte, à prendre ses avances en compte ? Alors absolument. L'achat public durable aujourd'hui, d'abord ça comporte un certain nombre de pièges. Le piège, c'est de mettre en avant l'achat local, alors que c'est interdit, ou en tout cas c'est très épineux, et alors qu'il y a quand même une forte demande de la part des collectivités et du monde politique en général. Mais en revanche, c'est bien se positionner toujours sur ces thèmes et sur ces champs. L'achat public durable, c'est bien un achat public qui, demain encore plus qu'hier, ne prendra pas comme critère exclusif le prix, mais prendra comme critère, je dirais, dominant l'excellence environnementale et les critères sociaux et environnementaux. Les critères sociaux, on en a déjà un petit peu parlé. Les critères environnementaux également, c'est encore une fois une meilleure prise en compte de l'analyse du cycle de vie qui va de la production de la matière première jusqu'au réemploi de la matière première et au traitement et à la gestion des déchets. C'est la directive de 2014 qui entrera en application en 2016. Là encore, je dirais, l'UNICEM est plutôt
bien placé, ou en tout cas a sans doute un certain nombre de comportements vertueux qui sont tout à fait indiqués pour l'achat public. Alors j'ai une question. Premier de la classe, pour quel avantage et pour combien de temps encore avec les difficultés réglementaires croissantes? Je me tourne vers vous, monsieur Hockey. Bien entendu, il n'est pas question de monnayer l'excellence environnementale, parce que ça ne se monnaie pas, c'est quasiment un bien commun. C'est un bien commun. En revanche, sans doute que le côté précurseur, ça peut d'abord permettre d'orienter un petit peu l'action publique quand il est nécessaire de l'orienter ou de l'éclairer. Et là, économiquement, il y a une analyse toute simple qui consiste à dire que c'est celle du coup d'avance. Celui qui a un coup d'avance, il est plus compétitif sur le plan économique. Après, encore une fois, alors, il ne s'agit absolument pas d'un engagement, je n'en ai absolument pas le pouvoir, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Toutes les expérimentations, elles se positionnent sur des secteurs ou sur des sujets sur lesquels il y a déjà une maturité. J'ai évoqué les certificats de projet, j'ai parlé des Green Deal qu'on peut observer dans des pays comme la Hollande ou le Royaume-Uni. Sans doute que demain, les logiques de conventionnement ou de contractualisation avec la personne publique, l'État, mais aussi sans doute les collectivités, c'est sans doute le champ à défricher. Il ne s'agit pas de négocier le droit public ou la norme, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de la négocier, de la marchander. En revanche, il s'agit bien de l'adapter au mieux des réalités des territoires. Et un outil ou une mise en application d'un outil comme la charte, c'est sans doute, je dirais, la première manière de montrer patte blanche, la première manière de montrer qu'il y a toutes les raisons de faire confiance à un secteur. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait séduire ou convaincre d'autres exploitants qui ne le sont pas encore selon vous? Bon, ce qui peut aujourd'hui, ce qui constitue déjà un avantage de la charte pour les gens chartés, c'est au moment bien sûr des renouvellements ou des demandes d'autorisation de carrière, où le fait d'avoir engagé ces démarches de bonne pratique et de concertation sont des atouts induits, notamment au moment des enquêtes publiques, où je dirais l'ensemble de la population est amenée à donner son avis. Il est clair que quand vous mettez un visage sur une exploitation, sur une méthodologie, quand votre projet il a été expliqué, qu'il a été compris, des choses sont beaucoup plus faciles généralement. Et donc l'avantage quand même principal aujourd'hui pour les exploitants de carrière, c'est celui-là, c'est la pérennité de leur activité. Aujourd'hui, il faut à peu près 7 ans pour renouveler un projet de carrière. Donc c'est quand même du travail sur le long terme. Donc la charte, elle a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Donc à l'image de nos amis de Bretagne Vivante, ça fait de très longues années que nous travaillons aux côtés des carriers pour les accompagner sur le volet biodiversité, que ça soit sur le volet connaissance, mais aussi porté à connaissance. Et fort de cette expérience et fort également de tout ce que j'ai pu entendre depuis le début de la matinée, il me semble qu'il y aurait au moins 4 pistes d'amélioration au niveau de la charte en question. Autre point, sur ce côté dynamique de la biodiversité, il y a un formidable outil qui est la mention biodiversité. Et le cahier des charges est vraiment très très bien fait, et notamment dans le cadre de ce cahier des charges, il est prévu, au-delà de l'amélioration des connaissances via l'expertise écologique, de mettre en place généralement un plan de gestion de la biodiversité. Et donc au travers de ce plan de gestion et de tous les outils et la mise en place d'indicateurs qui permettent de suivre l'évolution au long cours de la biodiversité, je pense que il faut vraiment s'appuyer sur ce type d'outils. Et quand je dis s'appuyer, c'est aussi le faire connaître en externe mais aussi en interne. Et là, j'aborderai la question du renforcement de l'appropriation du personnel des carrières sur cette dimension de biodiversité. Le personnel des carrières est vraiment très attentif à la biodiversité et ne demande qu'à être sollicité davantage par rapport à cet aspect biodiversité. Et là, on peut faire rentrer en compte l'aspect science participative. Je pense que véritablement, le personnel peut être aussi un acteur
dans la mise en place de cette charte, encore, Bien sûr. encore plus qu'il ne l'est parfois actuellement sur certains sites.